Donc, la dette publique, c'est un thème qui nous accompagne depuis un demi-siècle, à peu près, depuis la décennie 1970. Depuis que, vous vous en souvenez peut-être, depuis que les pays pétroliers ont multiplié le prix du baril par 4, à peu près. Depuis cette époque, les budgets des États connaissent des conditions complètement différentes. Et depuis cette époque, eh bien, on a le droit à des discours du genre, je vous en livre un, je vais vous dire qui le dit après. Un redressement est indispensable pour éviter de compromettre ce qui reste de notre crédit. L'État, en prétendant assumer un ensemble de charges qu'il ne peut couvrir intégralement par l'impôt ou par l'emprunt, vit, comme les particuliers, au-dessus de ses moyens. Genre de propos tenus en 1952, bien avant la crise. On pourrait croire que c'était, je ne sais pas, Bruno Le Maire ou celui de maintenant, etc. Non. C'est Wilfried Baumgartner qui est gouverneur de la Banque de France en 1952 et qui dit ça à Edgar Faure qui à l'époque était président du Conseil. C'est un discours évidemment qui a franchi un palier supplémentaire dans les années 70, comme je le disais, puisque les conditions économiques ont évolué à ce moment-là. En plus, c'est également dans les années 1970 que la baisse tendancielle du taux de profit s'est exprimée avec une plus grande force. Elle était latente dès la fin des années 60 aux États-Unis et elle s'est étendue à l'Europe au début des années 70. C'est une évolution qui a été constatée par l'INSEE dans un cahier des collections de l'INSEE resté célèbre. Moi j'ai encore le numéro en tête, c'est le E27, donc cahier qui s'intitulait « Fresque historique du système productif ». Et dans lequel l'INSEE expliquait en long, en large et en travers que les systèmes économiques occidentaux venaient de basculer dans une phase de baisse des taux de profit. Nous y sommes toujours. Ça fait 50 ans, nous y sommes toujours, nous n'en sommes jamais sortis. Ce n'est pas forcément le sentiment que nous pouvons avoir. On verra ça, comme dans le cycle sur le capitalisme, on aura l'occasion d'expliquer ce paradoxe, qui consiste à dire que le système est depuis un demi-siècle dans une phase de taux de profit à tonnes, et alors que par ailleurs, dans la presse, on nous abreuve de communiqués triomphaux sur des entreprises qui ont des chiffres d'affaires, des taux de profit, etc., mirobolants. Il faudra expliquer évidemment ce paradoxe-là, mais là je ne l'explique pas aujourd'hui, sauf si vous y tenez vraiment. Excusez-moi, le taux de profit, c'est quoi exactement? Alors, le taux de profit, dans une définition marxiste, c'est ce que le capitaliste garde pour lui dans la plus-value qui est produite. Voilà, dans la plus-value produite. Donc, parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec la plus-value, il a des remboursements d'emprunts, il a des tas et des tas de choses, mais il y a ce qu'il garde pour lui, c'est le taux de profit. C'est un peu le cash flow. Alors, le cash flow, c'est de la trésorerie, le cash flow,
D'abord, le cash flow, il faut dire que c'est de la comptabilité privée et pas publique. En comptabilité privée, on dit cash flow. En comptabilité publique, on dirait formation brute de capital fixe. Voilà, c'est le terme en comptabilité nationale. Bon, en comptabilité privée, on dit cash flow. C'est de la trésorerie disponible, créée dans le processus de production, dans le cycle de production. C'est du cash, c'est un flux cash flow. Donc c'est créé dans le processus de production. Ce n'est pas encore le profit, c'est avant le profit. Donc, voilà. Hein, ok. La dette, on vient de connaître une phase, une séquence extraordinaire qui s'est appelée « Quoi qu'il en coûte ». Vous vous souvenez? Séance extraordinaire. Je ne vais pas l'analyser, je vais la laisser de côté, cette affaire-là, juste pour dire quand même que ce quoi qu'il en coûte, il nous a montré, involontairement, mais il nous a montré que les pouvoirs publics avaient la main sur la dette. Les pouvoirs publics ont créé de la dette par centaines de milliards d'euros pendant 2 ans, hein, 1 an et demi, 2 ans, le temps du Covid. Ça nous a montré au moins ça, qui déjà peut nous faire réfléchir. Et, pardon, mais et personne n'a rien dit, les milieux financiers n'ont rien dit. Les milieux financiers. Les milieux financiers, mais ils se lèchent les babines. Parce que nous parlons, j'introduis là une idée qui était prévue pour après, mais nous parlons toujours de la dette. Nous devrions parler aussi des emprunteurs. Les emprunteurs, par exemple, les multinationales, 40% de leurs bénéfices, de leurs produits financiers, sont d'origine de la dette publique, des prêts, des emprunts qu'ils ont réalisés, d'obligations d'État, etc. Bon. Ça rejoint, oui, j'ai vu, ça rejoint d'ailleurs, puisqu'on a parlé, moi j'ai parlé de baisse tendancielle du taux de profit, il y avait votre question sur le profit, ça rejoint quelque chose. C'est 40% de produits financiers qui proviennent de la dette. Ça veut dire qu'il n'y a plus que 60% qui provient de l'économie réelle. Et ça doit nous interpeller. On parle de multinationales mondiales par définition. Eh bien, ça rejoint la question de la baisse tendancielle du taux de profit. Aujourd'hui, la baisse tendancielle du taux de profit, elle détourne les investissements, une part croissante, importante et croissante, des investissements des multinationales de l'économie réelle, et elle les détourne vers quoi? Vers les produits financiers, et en particulier les dettes publiques des États du monde entier. Les multinationales préfèrent acheter des obligations américaines, françaises, allemandes, espagnoles, de tous les pays du monde, plutôt que de se lancer dans des investissements dont la rentabilité n'est pas assurée à leurs yeux, ou bien une rentabilité malingre de 2, 3, 4, 5, 6%, 7%, etc. Ça ne fait pas leur bonheur.
Jean-Pierre et José. Alors sur le quoi qu'il en coûte, il faut savoir, c'est vrai qu'il y a eu des prêts, des aides pour les TPE, les petites entreprises, etc. Mais aujourd'hui, si on arrive à une catastrophe dans les entreprises, je ne parle pas des multinationales, c'est qu'ils remboursent ce qu'on leur a prêté. Alors, les restaurants, le bâtiment, et par exemple, moi-même, je suis consultant technique, moi je paye l'URSSAF, pendant quelques mois, on ne nous a pas prélevé l'URSSAF, je déclarais, et ce qui se passe, c'est que un an après, un an et demi après, l'URSSAF ou l'autre, vous remboursez. Alors, tenant compte qu'ils font un échelon du remboursement de la dette. Même, moi je connais des entreprises, parce que si vous avez 10 salariés maçons, je suis dans à 2000 € par mois, bon, vous avez 2400 €, on a un comptable là, à peu près de cotisation sociale, ça fait 24 000 € par mois. Enfin, les gars, certains jusqu'en 2030 ils remboursent. Ce qui se passe, c'est qu'ils n'y arrivent plus parce que l'argent, tu pouvais, déjà il y avait des arrêts de travail à l'époque, avec le Covid, mais ils ont utilisé cet argent en autre chose, ils n'ont pas gardé de côté, et aujourd'hui, ils grattent. Moi je reçois l'infogreffe, je me trompe peut-être dans les chiffres, mais je vais vous donner un nom de grandeur. Premier semestre 2025, 118 000 suppressions d'entreprises et 30 000 radiations, etc., liées aux difficultés financières. Il y a eu, c'est vrai, 198 000 créations d'entreprises, mais en grande majorité, auto-entrepreneurs ou ces petites entreprises d'auto-entrepreneurs, même les médias qui ne nous aident pas toujours, reconnaissent que souvent les TPE gagnent moins que le SMIC mensuellement. Donc il faut tenir compte de ça, qu'il y a les remboursements. Moi je vois le restaurant, je connais où je vais, le gars il est obligé de rembourser ce qu'on. Alors c'est vrai qu'à un moment donné on lui a donné 1 500 € par mois, le temps du Covid, etc. Mais après il a eu des prêts pour qu'il s'en sorte, pour les couler, et maintenant il faut qu'il rembourse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comme il y a une situation que vous savez tous dramatique, même dit ce matin on a parlé, il y a eu plus de tourisme sur la Côte d'Azur, mais il y a 30%, le chiffre d'affaires des restaurants, les hôtels ont baissé 30%. C'est que les gens, l'inquiétude, ils ont moins d'argent, le pouvoir d'achat, etc. Ça crée des conditions catastrophiques. Il y a une différence, donc là, tu parles des TPE, PME, donc on leur a donné, enfin pas donné, avancé, pas donné, avancé des sommes, et maintenant elles doivent rembourser. Ça c'est vrai pour les PME, TPE. Pour les grandes entreprises, c'est très sensiblement différent, puisque elles ont un flux permanent extrêmement important de subventions diverses et variées, qui a été évalué par un rapport sénatorial présidé par Fabien Gay à 211 milliards d'euros par an. Et donc, les multinationales, j'imagine qu'elles ont été priées de rembourser aussi certaines avances, mais ça s'est noyé dans le flux permanent des 211 milliards de subventions dont elles ont bénéficié. Rien sans contrôle. Alors, les 211 milliards, c'est sans contrepartie. Oui, José. Quand je fais un emprunt, je sais à qui je m'adresse. Parce que dans une dette, il y a celui qui la contacte, puis il y a celui qui empoche, c'est-à-dire qui prête, mais qui ensuite va empocher le remboursement, etc., et les intérêts. Et moi, il me semble que quand on discute de la dette aujourd'hui, au mieux, on discute de quels moyens va-t-on trouver pour rembourser la dette. Mais il y a deux questions qu'on ne se pose pas, c'est pourquoi on a une dette, à quoi elle sert. Parce que moi, je viens de voir que sur le marché,
l'État français a lancé un emprunt, enfin, c'est pas un emprunt, vend des obligations, oui, qui seront, c'était un nouveau livret, qui seront payés plus que la caisse d'épargne, que le livret de caisse d'épargne. Pour la guerre. Et c'est destiné spécifiquement à l'achat d'armes qu'on achètera aux États-Unis pour les vendre, pour les donner à l'Ukraine. Moi, je trouve, si je fais ce genre de truc, faire un emprunt pour dire je vais acheter une bagnole et je la donne à un copain, je me dis peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas là. c'est pas dans mes moyens de faire de tels cadeaux. Et le deuxième truc, de l'autre côté, c'est à qui on emprunte. J'ai fait exprès de parler de cet emprunt-là, parce que dans ce cas-là, c'est à la population qu'on emprunte. Mais pourquoi on ne le fait pas tout le temps? Ça a existé pendant des années, ce genre de truc. Tu as cité Baumgartner. Il a été quelque chose comme ministre à un moment donné. Il avait fait un emprunt. Lorsqu'il y a eu Pinet, l'emprunt Pinet, l'emprunt Giscard, mais chaque fois, on faisait des montagnes, mais c'était la population française qui achetait. Aujourd'hui, qui est-ce qui nous prête de l'argent? C'est même plus des banques françaises. Parce qu'elles n'ont pas le droit de prêter. Et c'est là-dessus, et j'enchaîne, je crois qu'il faut qu'on se pose ce type de questions. Qui est-ce qui a notre dette? Et ça, c'est la financiarisation. Et c'est le moyen qu'ont trouvé certains groupes pour lutter contre la baisse du taux de profit. Parce qu'au lieu de produire, ça ne rapporte pas assez, il faut investir dans de nouvelles machines, etc., etc. Puis il y a des salopards d'ouvriers qui demandent des augmentations. Il y a, et oui, il faut aussi payer la sécu, fait tous ces trucs-là. Ah là là, si on pouvait avoir uniquement un peuple d'esclaves, ça irait mieux. Mais à qui il s'adresse? Il s'adresse aux États en leur disant, vous voulez faire ça? On vous prête. Et eux, ils font du bénéfice avec le pognon qu'ils avaient emmagasiné. Je crois qu'il faut qu'on le revoie, ce type de mécanisme, parce que la dette, il faut savoir à quoi elle sert. 2, il faut aussi se demander qui est-ce qui encaisse. Alors, première question, à quoi sert la dette? C'est une question tout à fait fondamentale. Pourquoi? Parce que si on crée de la dette pour acheter des armes ou bien pour construire des hôpitaux, faire vivre des services publics, même construire des infrastructures de transport, autoroutes, Mais même fabriquer de l'acier. Fabriquer de l'acier. Ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Donc là, on a une question centrale que j'avais prévu d'aborder, je l'aborde tout de suite, puisque vous la posez, tu la poses. La dette, selon les usages qu'on va en faire, elle est intrinsèquement mauvaise ou intrinsèquement bonne. Je parle pour nous. Quand je dis intrinsèquement mauvaise, pour nous les gueux, le peuple. Ouais, oui, moi je m'occupe des gueux. Mon truc à moi, c'est les gueux, c'est le peuple. Hein. Donc, on est dans de l'éducation populaire ici, le peuple. Donc, elle est intrinsèquement mauvaise. Si par contre, c'est pour faire vivre toutes sortes de biens et services qui peuvent améliorer le confort de la population dans tout un tas de domaines divers et variés, eh bien, elle est intrinsèquement bonne. Exemple, après la guerre. Après la guerre,
la Deuxième Guerre, le taux d'endettement, il est vous le trouverez dans le texte, là je vais le dire de mémoire, le taux d'endettement de l'État, le budget d'État, il était, je ne sais pas combien, 20 ou 30%. Un truc comme ça. C'est beaucoup. Tu parles de la France. De la France. Oui, parce que C'est c'était beaucoup. pas comme ça au Royaume-Uni, hein. C'était 250%. D'accord. Ah non. Mais, C'est vrai. Oui. oui, mais, On a fait des guerres pendant 6 ans. Hein. mais notre taux d'endettement, il a grimpé en flèche pendant quelques années, tout de suite après la guerre, la libération, la reconstruction, etc. Il a grimpé en flèche, et même encore quelques années après. Et oui, mais il a rebaissé. Il a rebaissé aussi sec. Dans les années 1970, le taux d'endettement du budget de l'État était revenu à ce qu'il était à la libération ou avant la guerre ou juste après la guerre. Il était revenu à ce qu'il était. Pourquoi? Parce que les dettes qui ont été contractées pendant les années 50-60, presque, ou disons 45, je vais prendre 45-70, un quart de siècle, ce qui n'est pas une plaisanterie, eh bien, ce sont des dettes qui ont permis de construire le grand réseau de CHU que nous avons. Hein, le premier noyau, la première couche de réseau de CHU que nous sommes en train de développer, disons, de régénérer. Pasteur 2, et pensons-y, et il y a eu Pasteur 1. Pasteur 1 a été créé avec comment on faisait après la guerre pour construire un hôpital. Une structure était créée dans un territoire, une zone. Cette structure, elle recevait des subventions de l'État pour construire l'hôpital. Et l'hôpital se faisait. Quand l'hôpital ouvrait, commençait à fonctionner, il avait zéro dette. Hein. Zéro dette. Double zéro dette. Bon. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, quand vous voulez étendre le moindre service, eh bien, vous empruntez, vous montez un projet, un plan de financement, etc. Financement croisé, comme ils disent, c'est-à-dire venant de sources différentes. L'État, les collectivités territoriales, éventuellement des organismes privés, etc. Total et conclusion, en 25 ans, le taux d'endettement du budget de l'État est revenu dans les 30 ou 40%. Là, encore une fois, je parle à la louche. Mais entre les deux, qu'est-ce qui s'était passé? Le pays s'était métamorphosé. Autoroutes, hôpitaux, écoles, collèges, lycées. Qu'est-ce que j'oublie d'important? Tout le secteur de l'énergie. L'électricité, le gaz, il y a eu... Parce que je crois qu'il ne faut pas oublier ce genre de truc. C'est une entreprise Et non, qui l'a fait. et oui, mais justement, ça a été fait pourquoi et comment? Ça a été fait parce qu'on a fait appel aux travailleurs qui ont construit dans le département tous les barrages électriques que l'on a, qui produisaient à l'époque suffisamment pour pouvoir alimenter le département. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres politiques qui ont été menées. Mais ça a été construit comme ça, avec des gens qui avaient en tête le projet de la reconstruction. Et l'énergie, grâce à ce système-là, qu'est-ce qu'on a donné aux travailleurs? Ce n'était pas des augmentations de salaire phénoménales. Mais par contre, hein, ces gens-là, ils avaient une caisse d'action, à l'époque, je crois qu'on appelait caisse centrale des œuvres sociales. Œuvres sociales. Ça existe toujours. Et oui. Et il y avait une partie, pas du profit, des bénéfices
pardon, pas des bénéfices, du chiffre d'affaires qui était dévolu à ce truc-là. Les gens qui travaillaient dans ce secteur, ben, ils savaient pourquoi. Parce qu'ils avaient de quoi manger et ils avaient aussi la possibilité d'envoyer les gosses en vacances, d'avoir une sécu améliorée, etc. Je crois qu'il y a ce type de mécanisme qu'il faut garder en tête. Et le secteur de l'énergie, c'est grâce à ça. Et d'ailleurs, pas oublier, ça s'est pas fait qu'en France, ce genre de truc. Non. C'est pas pour rien qu'on a eu ce genre de choses. Après, eh bien, on les a démolis. Histoire de rigoler, puisque tu fais de l'éducation nationale aussi, c'est l'époque aussi où on a nationalisé le gaz de France. Il y avait pour le gaz exactement la même chose que ce qui se passait pour les chemins de fer, qui a été nationalisé bien avant. Il y avait une série de petites compagnies. À Nice, il y avait la Société Générale de l'éclairage de Nice, le SGEN. Tu vas voir le musée de la photographie et de l'image, place derrière, au marché, derrière le palais de la préfecture. Oui, c'est ça. Et c'est encore écrit, il y a encore le... Vous pourrez rigoler en disant autour de vous, tiens, je fréquente assidûment le SGEN, vous allez voir. Alors, ce que nous venons de dire, là aussi j'anticipe sur des propos que j'avais prévu de tenir, nous suggère une solution politique à la question de la dette et de l'investissement public. Là, c'est une solution, par exemple, qui est portée par la CGT au niveau national. Elle consiste à dire, à demander, à proposer ou à réclamer que les institutions européennes s'organisent pour, et les différentes institutions nationales s'organisent pour alimenter certaines banques qui, dans chaque pays, ont une vocation particulière. Nous, en France, nous avons deux banques qui ont une vocation particulière. C'est la Caisse des dépôts et consignations, et l'autre, c'est la BPI, Banque publique d'investissement, plus récente. Elle a été créée, il me semble, soit par Sarko, soit par Hollande, un truc comme ça. Bon, Banque publique d'investissement. En tant que banque, disons, de ce type, elles ont la capacité de recevoir des fonds européens qui pourraient servir à alimenter des projets d'investissement nationaux. Donc la CGT, elle réclame ça. Il n'y a pas besoin de changer l'Europe dans un premier temps, en tout cas, il n'y a pas besoin de chambouler l'Europe pour faire ça. On peut le faire dès aujourd'hui, dès demain matin, pour autant qu'une volonté politique existe. La Caisse des dépôts et consignations est la banque publique d'investissement. Donc elles peuvent recevoir des fonds. Alors là, on parle en centaines de milliards, hein, quand on dit ça. On ne parle pas sur quelques dizaines de milliards, mais en centaines de milliards pour un pays, comme la France en particulier, et elles peuvent permettre la réalisation comme ça de dizaines ou de centaines de projets. Mais alors pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ne le veulent pas. Ils veulent, et l'Europe libérale ne veut pas en entendre parler de cette solution. Elle veut que l'argent circule et fructifie. Donc il faut que les établissements, les institutions, etc., pour avancer, il faut qu'elles empruntent. Alors c'est un peu bête ce que je dis, mais qu'est-ce qu'elles font alors, ces banques, si elles ne font pas ça? C'est leur vocation? Ça, je ne peux pas te dire ce qu'elles font exactement. Ce que j'imagine, c'est qu'elles travaillent à partir de fonds qui leur sont fournis par l'État et qui sont forcément plus malingres que des fonds
qui viendrait de l'Europe Et oui. et qui s'inscrirait dans une politique européenne vaste d'investissement, un plan, on va dire un plan Marshall. L'expression n'est pas bonne puisque Marshall, ça venait des États-Unis, là ça viendrait de l'Europe elle-même. Oui, mais c'est Hein? le même. Mais ça pourrait s'appeler reconstruction, comme ça s'appelait en France. ouais, C'est le même principe. L'autre question, c'est qui détient la dette? Alors, qui détient la dette? C'est une info que j'avais prévue. Vous avez 27,2% qui est détenu par la Banque de France. Ça devrait vous étonner, ça ne vous étonne pas, ça ne m'étonne pas non plus que ça ne vous étonne pas. C'est paradoxal qu'une dette appartienne à un établissement national, en fait. Non, Que la dette de la France appartienne à la Banque de France. non. Pourquoi il en est ainsi? Alors, eh bien, c'est le fruit d'une politique de la Banque Centrale Européenne qui s'est appelée quantitative easing, qui consistait à demander aux banques centrales nationales de racheter des titres de dette pour, disons, mettre de l'huile dans le système de la dette des États. Pendant au moins 4 ou 5 ou 6 ans, on va dire, ça c'est suite à la crise de 2008. Hein? Donc 8 et 6, 14, peut-être plus, hein? Peut-être plus, je dis 6 ans, mais peut-être 8 ou 10, pendant de nombreuses années, eh bien, vous avez eu des rachats de dettes qui ont été effectués, et c'est ce qui fait que maintenant la Banque de France, qui n'avait pas de titres de dette dans son portefeuille, Ah oui. elle en a maintenant, et elle en détient même plus du quart de la dette française. Bon, on ne va pas dire que c'est une mauvaise chose, puisque bon, c'est quand même la Banque de France, elle ne va quand même pas jouer contre son camp. Hein? Bien. Les compagnies d'assurance françaises, 9%. Les établissements de crédit français, c'est-à-dire les banques, 8%. 0,3. Les OPCVM, organismes de placement collectif de valeurs mobilières. Je vous ai donné l'exemple là des SICAV. Voilà, ce sont des OPCVM. 1,5%. Total France, 46. Quand vous dites les banques françaises, quel pourcentage des actionnaires de ces banques-là sont étrangers et pas français? Bien sûr, bien sûr. Tu as raison. Je ne connais pas, je ne sais pas la réponse, mais Moi non plus. je ne serais pas choqué si c'était la majorité. Moi non plus. Par exemple, moi je ne sais pas quelle est la structure du capital de BNP. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Ben oui, ben évidemment. Il est très probable qu'il y a des capitaux étrangers. Mais, allez, je vais dire, pour me sortir du piège, enfin, pour me sortir de ta question, on va dire, bon, ben, si le capital est contrôlé par des institutions françaises, des acteurs français, on va dire que c'est une banque française. Oui, mais si les actionnaires sont étrangers, Ah ben là, la peut-être... banque est peut-être française dans le sens que ça se passe à Paris, mais ça ne veut pas dire que c'est pour les...
Mais peut-être que cette banque n'est pas Oui, considérée comme française. il doit, le conseil d'administration est élu par Mais les fonds qui sont basés à New York ou à Londres. je suppose, je ne m'étais pas posé la question, mais à la lumière de ta question, Pardon, je veux dire que c'est la même chose pour les banques étrangères. Bien sûr, bien sûr. Les banques. mais je pense que ici, quand on dit établissement de crédit français, on vise des établissements dont le capital est maîtrisé par des acteurs français. Il peut y avoir, allez, on va dire, 5, 10, 15, 20, 25% du capital qui est étranger. C'est bien probable à notre époque. C'est bien probable. Mais probablement que 51% au moins est sous le contrôle français. On va dire ça comme ça. Hein? Donc, 46% au titre du sous-Total France, ça veut dire 54% de non-résidents. 54%. Donc, 54% de la dette française est détenue par des non-résidents. Mais alors on n'a pas de... Enfin, on ne peut rien faire. Les non-résidents, vous en connaissez, c'est des non-résidents, vous avez entendu parler. BlackRock, Ah oui. vous voyez? C'est ça les non-résidents. Ce sont des fonds de pension qui détiennent des quantités considérables de dettes publiques. Voilà, c'est ce genre d'organisme. Alors, S'il te plaît, Oui, juste un mot à propos de la Banque de France. Il y a un truc qui est phénoménal, c'est qu'elle n'a plus le droit d'émettre de la monnaie. Et c'est considérable. Parce qu'auparavant, quand elle pouvait émettre de la monnaie, elle faisait ce que fait Trump. Quand il a une dette, hop, ils sont des billets. On sort la machine. Et on avait engagé finalement pour ça des valeurs. Aujourd'hui, la valeur, c'est quoi? C'est l'argent dont on dit qu'on l'a. Ça explique peut-être ce type de mécanisme, la façon dont l'Europe, qui elle a une banque qui peut émettre des... pourrait aider les pays qui la constituent, à part l'intermédiaire de la banque, puisque les banques ne peuvent plus émettre. Mais on pourrait de cette façon-là relancer ce qui concerne l'Europe, l'industrialisation, enfin, tout ce qu'on veut, l'écologie. Mais on n'en prend pas le pli, tout simplement parce que la Banque européenne, elle préfère prêter ou investir dans des choses qui vont rapporter aux amis. Et les amis, peu importe qu'ils aient le drapeau français ou autre, hein. Vous savez qui détient le plus de l'argent, des dettes des États-Unis? Parce qu'on nous parle de notre dette, mais la dette des États-Unis, c'est 10 fois la nôtre. Hein. 33 000 dollars. Voilà. 33 000 milliards de dollars. J'ai dit 10 fois, et je suis là du compte. Mais en même temps, ceux qui en détiennent le plus, c'est les Chinois. Oui, oui. Vous comprenez pourquoi la guerre? Oui. Alors, l'Europe, je ne vais pas me lancer dans un topo sur l'Europe, j'en serais pas capable là comme ça, mais disons les choses vite, le projet politique qui est derrière la construction européenne, c'est de ficeler, de museler ou de baliser, d'encercler, d'organiser le développement économique des pays de l'Europe et ça se fait à travers quoi? Ça se fait à travers les fameux critères de Maastricht. Je vous les rappelle. Le premier, c'est que l'inflation ne doit pas dépasser plus de 1,5 point l'inflation moyenne des 3 pays les plus performants en termes d'inflation, c'est-à-dire inflation basse, bien sûr.
Si la moyenne des 3 pays les plus performants c'est 1% ou 0,5%, eh bien, vous ajoutez 1,5, 1,5 point, et il ne faudrait pas que ça dépasse 2, 2,5. Deuxième critère, c'est le déficit public annuel qui doit être inférieur à 3% du PIB. C'est celui qui est peut-être le plus connu. Troisième critère, la dette publique doit être inférieure à 60% du PIB, peut-être un peu moins connu. Et le quatrième, alors, il s'exprime ainsi, il est un peu plus tarabiscoté, les taux d'intérêt à long terme ne doivent pas dépasser de plus de 2 points, ceux pratiqués dans les 3 pays ayant les plus faibles taux d'inflation. Donc les trois pays dont nous parlions à propos du premier critère. Et ça, on va dire, pour le simplifier, c'est un critère de convergence des taux d'intérêt à long terme. Qu'il n'y ait pas des pays avec des taux d'intérêt faibles et d'autres pays avec des taux d'intérêt élevés. Donc il faut que chaque pays essaie de converger vers quelque chose. J'avais une question de revient là. Où éditer les billets? Il faut que le nombre de billets édités ait une correspondance à la contre-valeur en or ou quoi? Non, plus en or. C'est fini. Plus en or. Alors, sur quoi il se base? Aujourd'hui, le fonds monétaire, actuellement, enfin le fonds monétaire, la réserve, c'est en dollars, ça se calcule. Et plus en or. Avant, on mettait de l'or dans les coffres de la Banque de France. Au passage, ça a été une vraie saloperie, ce truc-là, à propos de la guerre d'Espagne. Parce que le gouvernement franquiste a pu accéder à ce pognon-là, que possédait la République. Et vous voyez le type de... Mais aujourd'hui, c'est pire. C'est pire parce qu'il faut que vous puissiez avoir les dollars, puisque les échanges se font en dollars. Ça vous explique pourquoi un certain nombre de pays, les BRICS, sont en train de dire, mais nous, on va faire du commerce avec nos monnaies. Et ils sont en train de se poser la question de créer leur monnaie commune. Oui, oui. Et nous, on regarde faire. Et d'autre part, d'autre part, il faut bien savoir que la Banque Centrale Européenne, elle crée de la monnaie comme ça. Par un classeur. Non, sans aucun support. Elle crée de la monnaie comme ça, par un claquement de doigts, sans contrepartie d'aucune sorte. Au cours du Covid, nous l'avons vu. En 2008, nous l'avons vu. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? C'est pas le sujet, mais je vais vous dire comme ça les choses à la louche, le souvenir que j'en ai gardé. La confiance était au plus bas. La confiance des acteurs économiques. Nous, tout le monde s'en fout de nous, mais les entreprises. Les États, les entreprises. La confiance était au plus bas. Le crédit était grippé. Peut-être que toi tu l'as ressenti en 2008. Le crédit était grippé. Les banques refusaient de prêter. Bon. Qu'à cela tienne, toutes les banques centrales, donc en 2008, toutes les banques centrales du monde entier, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont sorti le chéquier et elles ont signé des chèques. C'est de l'ordre de 3 ou 4 000 milliards de dollars. En quelques mois. Mais la Banque centrale, c'est la Banque européenne pour nous. Alors, pour nous, c'est la Banque européenne, mais pour les États-Unis, c'est la Fed. Et pour les autres pays, je ne sais pas quelle banque centrale c'est, moi. Voilà. Ils ont créé de la monnaie. Carrément. Carrément. Mais, par parenthèse, c'est ce que la CGT demande aussi. Qu'on puisse créer de la monnaie par décision politique, mais à condition
qu'elle soit dédiée à des investissements d'utilité publique qui améliorent le confort, hein, c'est confort avec un C majuscule, vous imitez ce que vous voulez là-dedans, qui améliore le confort des peuples. Voilà, ça c'est bien. Évidemment, s'il s'agit d'armes, comme le disait José, bien sûr que non. Donc, voilà, on en est là. 3-4 000 milliards de dollars, et les quantitative easing que j'évoquais tout à l'heure s'inscrivent aussi dans cette politique-là pour mettre de l'huile dans le système du crédit, pour aussi améliorer les bilans des banques. Moi, j'étais président d'une banque pendant quelques années. Eh oui. Et cette banque, elle a reçu très régulièrement pendant des années au niveau national, hein, pas les caisses, hein. Là les caisses tout le monde s'en fout, mais au niveau national, elle recevait des fonds de l'Europe. Voilà. Ça rentrait dans le bilan de la banque, sans rien avoir à faire. Quantitative easing, facilitation de trésor. Juste une précision là, sur les BRICS, une information. Les BRICS, ils achètent beaucoup d'or, enfin les Chinois. Oui. Il faut savoir, donc, vous savez, quand l'année dernière j'étais en Guyane, là, et le chef Pumoulier, c'est un Français qui amène l'armée et tout dans la jungle et tout. L'or, il y en a beaucoup, n'est plus vendu au Brésil, ils vont sur Suriname, et qui achète l'or? Les Chinois, l'or clandestin et l'or officiel. Mais ça, c'est pour assurer une valeur sur la monnaie qu'ils vont développer. Et même quand vous êtes. Parce que moi, je n'avais pas fait titre, mais après les informations disaient mais les Chinois, ils achètent beaucoup d'or, etc. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Trésor français, la Banque de France, c'est eux qui émettent le franc CFA de l'Afrique. Qui ça? La France. Oui, oui. Et ça pose problème, mais il va y avoir, là, c'est pour ça que les Chinois, dans les 14 pays francophones, investissent énormément. Oui. Et juste une précision, pourquoi il y a beaucoup d'élèves chinois à l'EDEC qui font des cours de gestion, c'est pas seulement pour reprendre la langue française et pour rester en France, c'est les futurs cadres de 4-5 ans dans ces pays francophones où l'élite parle français. Alors, je passe à un autre sujet, enfin toujours sur la dette, hein, un autre thème. Qu'on nous serine dans les médias, la dette, il faudra bien la rembourser. Alors moi, ma réponse, elle est de dire que c'est une phrase dite comme ça qui a l'évidence pour elle, mais elle est fausse. Première raison, les administrations publiques dans n'importe quel pays, elles sont en permanence en situation, évidemment, de payer leurs agents, leurs fournisseurs, etc., etc. Si vous prenez les choses au niveau national, eh bien, cela implique nécessairement de la dette, de la création de dette, des emprunts. Ça ne peut pas se faire par les budgets alloués par l'État, c'est absolument impossible. Les administrations, qu'est-ce qu'elles perçoivent pour cela? Elles perçoivent les impôts et les cotisations sociales. Impôts et cotisations sociales. Bien. Mais ça ne suffit jamais, ça. Les impôts et cotisations sociales, ça ne suffit jamais. Elles sont donc en déficit et elles ont besoin de la dette, du financement extérieur pour tourner. En 2023, ce financement par la dette, il est de 173 milliards d'euros en 2023. Chaque année, l'État et puis toutes les autres administrations qui tournent autour de lui,
eh bien, elles contractent de nouveaux emprunts et elles en remboursent d'autres, ceux qui arrivent à échéance. Et ça, c'est le fonctionnement normal. En permanence, l'État et tout le système qui tourne autour de lui, en permanence, l'État contracte de nouveaux emprunts, rembourse ceux qui arrivent à échéance, et la formule, c'est de dire que l'État fait rouler la dette. Il fait rouler la dette, et ça, c'est un fonctionnement normal et non pas du tout un fonctionnement maladif ou quoi que ce soit. Deuxième raison, si vous regardez historiquement, spécialement depuis que nous sommes sous le capitalisme 15e, 16e siècle, eh bien vous constaterez que depuis lors, plus jamais aucun État n'a été sans dette. Pourquoi? Parce que dans notre système économique actuel, je vais essayer de vous présenter ça, comment ça peut se définir. Je ne parle pas de l'esclavage, du servage, du monde féodal, mais d'aujourd'hui, depuis 3-4 siècles. Quand vous engagez une activité, quelle qu'elle soit, que ce soit une activité publique ou privée, il vous faut réunir un capital, de l'argent. Quelle que soit l'origine, ça peut venir d'un profit accumulé lors de cycles de production précédents, mais ça peut aussi venir, bien évidemment, de l'emprunt. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Vous allez acheter des moyens de production et de la force de travail, des salaires. C'est-à-dire des marchandises, en fait. Des marchandises. Moyens de production, force de travail. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer dans votre cycle de production. Et vous allez vous retrouver assez rapidement avec L'. Les marchandises produites au cours du cycle de production. Et vous allez réaliser tout votre micmac, vous allez le réaliser en vendant sur le marché, vous allez récupérer A'. Donc voilà, A'. Et entre les deux, vous avez ici la dette. Bon. Eh bien, tous les acteurs économiques, les États, les entreprises, même les particuliers, hein, si vous voulez acheter une maison, vous allez passer par ce schéma. Je suis d'accord, au départ, on a besoin d'un... Enfin, par exemple, pour l'exemple d'une maison, effectivement, au départ, on n'a pas l'argent, mais quand on a fini de rembourser la maison, on a une dette. Je veux dire, une entreprise, à la limite, au départ, elle a besoin effectivement d'un emprunt pour créer son local, acheter les machines, le matériel. Et normalement, si l'entreprise est rentable, elle va rembourser son emprunt et à la fin, elle sera désendettée. Elle pourra continuer en autofinancement à s'acheter des machines, à payer le personnel. Oui. Alors, parce que si elle n'est pas rentable, effectivement, elle doit reprendre un emprunt pour rembourser le premier emprunt et après, si elle fait cabaret sans fin. Quoi. Une entreprise, elle va faire ça. Et un privé comme nous aussi, ouais. Bien sûr. Il va, comme disent les notes de bas de page dans les contrats, un prêt, ça se rembourse, etc. Avec une capacité de remboursement. Voilà, un truc comme ça. Bon, donc nous, personnes privées, les entreprises, même beaucoup d'organismes publics, vont faire comme ça. Bon. Mais pas l'État. Pas l'État.
C'est ça que je vois pourquoi pas l'État en fait. Et non, Enfin, parce maintenant, que- on est rentré malheureusement dans un système qui fait qu'on s'auto-endette continuellement. Mais à la base, je veux dire, vous disiez vous-même, au départ, il y a eu un surendettement, enfin une période à 30-40% d'endettement. Oui. Ensuite, il y a eu un pic, Oui. et on est redevenu stable. Donc on peut arriver à diminuer sa dette en fait. Bien sûr, mais au jour d'aujourd'hui, on n'en est plus là. On est dans un système où la dette, elle a pris une importance, pas de notre fait, hein, Non, mais du, pas mal. du fait des pouvoirs publics, où elle a pris une importance qu'il sera difficile de réduire. Mais là n'est pas l'argument fondamental pour dire que c'est différent pour l'État. Pourquoi c'est différent pour l'État? C'est parce que l'État, il est éternel. Il n'a pas de durée de vie. Il ne cherche pas la rentabilité. Il ne cherche pas la rentabilité, mais surtout il n'a pas de durée de vie. Alors que nous, acteurs économiques privés, entreprises, nous sommes tenus de nous inscrire dans des délais particuliers. Nous ne pouvons pas, nous, ce que je disais tout à l'heure, faire rouler la dette. Nous ne pouvons pas. Si on le fait, pour nous c'est grave. Par exemple, la personne qui emprunte pour réorganiser sa dette. Fait cavalerie. Ça, c'est de la cavalerie. Sauf si c'est maîtrisé. On connaît tous, nous avons tous des connaissances qui ont renégocié, par exemple, leurs prêts. Bien entendu, c'est évident. Mais disons que les personnes qui renégocient, là, ce que je dis ça, quand je dis ça, c'est renégocier un prêt, c'est pour l'immobilier. Mais les personnes qui renégocient des emprunts, des prêts à la consommation, là, c'est chaud, hein, c'est très chaud. Donc, un privé, évidemment, quand il est réduit à cette mesure, c'est qu'il est en très mauvaise posture. Je reviens à l'État. L'État, lui, n'a pas ce genre de questions à se poser. Il fait rouler la dette, c'est-à-dire qu'il rembourse de deux choses l'une. Première solution, il rembourse les prêts qui arrivent à échéance et aussitôt il contracte des nouveaux prêts. Donc son taux d'endettement ne va pas beaucoup évoluer. Il y a même encore une autre formule, c'est qu'il ne rembourse pas le principal, mais ne rembourse que les intérêts. C'est très souvent le cas en réalité. Quand vous regardez comment procèdent les États, c'est surtout les intérêts qu'ils remboursent et pas le principal. Ou alors, quand ils remboursent le principal, c'est avec un retard pas possible de dizaines d'années. C'est-à-dire que l'inflation a eu le temps de faire son œuvre et donc le principal qu'ils remboursent, c'est des clopinettes. Et ça, c'est évidemment l'État, exclusivement l'État, hein, bien entendu. Alors, si on regarde les collectivités territoriales, elles font des emprunts, mais pour réaliser. Là, j'ai lu le bulletin du conseil départemental, il est prévu quand même, d'ici 2028, 4 lycées, non, collèges, pardon, qui vont recevoir 3000 élèves. Ça montre que la démographie dans le département. Et si la collectivité territoriale s'endette, il y a le préfet qui met son mot là-dessus et qui met un administrateur pour gérer la commune. Ce n'est pas le cas de l'État. Après, il y a une autre chose qui... Attends. Il faut préciser tout de suite quelque chose. C'est qu'il y a une différence entre la dette de l'État et la dette des collectivités territoriales. Parce que la dette de... C'est pour ça que je pose cette question. Exactement. Parce que la dette de l'État, elle est contractée très essentiellement, 95%, auprès des marchés financiers. La dette des collectivités territoriales, il n'en est rien. Le temps que je retrouve la donnée, il s'endette encore les conseils départementaux, conseils régionaux, principalement auprès des banques. Et là, les banques,
c'est une autre paire de manches. On commence à se rapprocher d'une entreprise, d'un privé, d'une personne privée. Hein. Parce que là, la banque, elle veut avoir ses remboursements. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, en tant que particulier ou une entreprise, quand elle demande un prêt à un établissement, elle doit fournir des garanties, un prévisionnel, enfin, justifie qu'elle va pouvoir rembourser. Donc l'État, en fait, non, j'ai pas tenu. D'accord. Demande et puis là. Non. D'accord. Alors, je tenterai une comparaison. L'État, en fait, la dette, c'est comme du sang qui circule dans ses veines, quoi. Oh bah oui. C'est de l'oxygène. L'État se finance à 95% par des titres de créances à court ou long terme auprès des marchés financiers. Les collectivités territoriales se financent principalement auprès des banques par des crédits à long terme et seulement pour 25% auprès des marchés financiers. C'est en hausse, c'était seulement 4% en 2011, il y a 15 ans. 4% en 2011, 25% aujourd'hui. Vous voyez l'évolution. Hein. C'est ça aussi qui rend les collectivités plus dures. Parce que, du coup, elles doivent avoir un bilan élogieux, présentable pour les marchés financiers. Et donc, ça change totalement la donne. J'avais une autre question. J'ai lu sur l'éditorial de la Marianne de Chacoloni, j'ai été assez surpris. Depuis 2024, on a vendu 1800 entreprises aux États-Unis pour 300 milliards. Ouais. Donc là, moi ce que je pense, c'est qu'on s'endette, parce que qu'est-ce qui se passe? On a vu les sociétés que les Américains ont achetées. Ils font tourner en France un peu, mais on réduit les effectifs. Donc, on a les chômeurs. Mais il y a tous ces problèmes, des problèmes surtout dans des entreprises qui sont dans certaines petites villes, etc. C'est la désertification assurée. Et moi j'ai été assez surpris. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que quand on a vendu Doliprane aux États-Unis, bon, maintenant Trump dit que c'est un poison pour les femmes enceintes, mais vous vous rendez compte, on est 1800 entreprises françaises rentables, parce que les Américains n'ont pas acheté du bas de gamme. Et on a vu avec Alstom, c'est qui a vendu? C'est Macron, quand il est ministre de l'économie, ou autre. Alstom, c'est les métros, c'est les rames de train, c'est les cœurs nucléaires, etc. Les Américains, ils ont pris une certaine partie, ils nous ont revendu à nous ce qui était plus rentable, et ils ont gardé surtout ce qui les intéressait, c'est la technologie et les brevets. Bien sûr, bien sûr. Rico, non, José. Moi, je voulais revenir sur cette histoire de l'État. Je reparle encore de la reconstruction. Lorsqu'il s'endettait, par exemple, pas seulement pour rembourser les malades, pour payer les médicaments des malades, etc. Quand il a créé le service public de l'énergie, il a créé un service public qui était rentable. Et il vendait de l'électricité à l'étranger. C'est-à-dire qu'il faisait rentrer de l'argent qui aurait permis de rembourser des investissements. Quand on a vendu les autoroutes, d'abord, elles n'ont pas été construites à la même période, hein, c'est plus tardif. Et ça a été fait avec des contrats qui sont phénoménaux. Chaque fois qu'il y a des travaux supplémentaires à faire, on rallonge la durée du contrat. C'est-à-dire que l'État n'est jamais réellement propriétaire. Hein. Je savais pas ça. Et tiens, systématiquement, on demande de faire... Tiens, Saint-Isidore, il va falloir changer le... Ben, oui, d'accord, je le garde quelques années de plus, parce que je dois payer ces travaux qui n'étaient pas prévus dans le contrat. Et on continue à tourner, et ça, c'est de la dette non rentable. Bien sûr, bien sûr. Non rentable. Il faut bien le voir. Le deuxième truc, je voudrais simplement vous rappeler un truc. L'État n'est pas mortel. Si, comme tout le reste. Mais
regardez ce qui s'est passé avec les fameux emprunts russes. Ah oui. Qui c'est qui avait fait l'emprunt? C'était les tsaristes. Quand les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, ils ont dit « Oh, vous nous faites la guerre, nous ça on ne veut pas savoir, c'est un État nouveau qu'on construit, et on y... » Mais dites-moi, lorsque quelques individus ont repris le pouvoir capitaliste en Russie, est-ce qu'ils ont dit « Tiens, on va rembourser » Ah oui, en 91, tu veux dire. ben, je pense à ces gens-là. À 10%. Hein? Est-ce qu'on va rembourser? Oui, à Et 10%. Est-ce que, quand ça s'est fait, les gens ont dit oui? Non, pourquoi? Parce qu'entre-temps, ce que tu disais, l'inflation, Oui. et comme c'était des emprunts, on va dire, populaires, c'était pas des grosses boîtes qui avaient emprunté. Ben, ça représentait quoi? Vous aviez l'équivalent de Oui, 10 000 francs, dans un carton de et, chaussures. et vous receviez quoi? Oui. 10 francs? Oui, Basta. oui, oui. C'est ça, hein, le mécanisme. Oui. Donc l'État, il est mortel, mais il y en a un autre à la place, qui n'est pas obligé d'assumer les dettes. Oui. C'est pas un problème de succession et d'héritage, hein, c'est pas pareil. L'autre truc, je voudrais vous faire réfléchir à un pays qui était énormément endetté, la Grèce. Il y a eu des demandes auprès de l'Europe. Non, je pense à Il y a longtemps. Varoufakis et compagnie, donc C'est ça, il y a c'est quelques ça, années. c'est ça. Alors c'est pas si récent que ça. Oui. Ouais, je veux bien être vieux, mais ça me semble dans le vieux, quoi. Pas dans le tout récent. Donc, ce truc-là, ça a été refusé par l'Europe. Comment ça s'est passé? Ben, la Grèce, qui avait quand même quelques propriétés, elle a vendu. Le port du Pirée, À la Chine. c'est la Chine qui possède. Or, le port du Pirée, c'était un investissement qui avait été fait par l'État, la municipalité, etc., c'est-à-dire par la Grèce. Bien sûr. Ce truc-là, ça a rapporté, parce que chaque fois qu'il y avait un bateau qui avait besoin de faire escale, hop, des droits. Bien sûr. Maintenant, qui c'est qui touche les droits? Bien sûr. Ouais. Et la dette, elle a servi à payer de telles installations. Aussi, des trucs. Mais si on veut se désendetter n'importe comment, ben c'est facile, hein, en France, je vous le dis. Hein. Il suffit de dire à un certain nombre de pays, on vous vend les secrets de la bombe atomique, hein, faites ce que vous voulez, et vous allez voir, on n'a plus de dette. Hein, parce que ça, on peut le mettre cher. Mais est-ce que c'est réellement correct? Mais c'est tout. Hein. Pourquoi est-ce qu'on va se faire des investissements actuellement avec les pitreries de Macron du côté de la bande de Gaza? Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des affaires à faire, il y a des forages à faire, il y a donc des rentrées de marchandises chez nous. Donc, du pognon, on va pouvoir vendre, etc. Pour les Américains. Mais Macron, il essaye. Oui. Il essaie de toucher un morceau du gâteau. Je voudrais aborder maintenant, peut-être qu'il est 8h moins 10, on verra, un autre thème, une autre idée. C'est celle selon laquelle la dette, en réalité, c'est ça que je vais argumenter, elle est illégitime. Toute dette est illégitime. Alors, page 5 pour ceux qui... Alors, je l'ai borduré au début quand j'ai dit qu'il ne fallait pas seulement être obsédé par la dette, il fallait aussi regarder de l'autre côté, les emprunteurs. Qui sont-ils? Je vais résumer essentiellement, c'est pas que, mais essentiellement les entreprises et les ménages fortunés. Évidemment, vous allez me dire, mais moi aussi j'ai une assurance vie dans laquelle il y a des parts de machin. C'est pas de ça que je parle. L'essentiel de la dette de l'État, elle est détenue par des entreprises et des ménages fortunés. Et puis à côté, il y a aussi les fonds de pension. Qu'est-ce qu'elles font les entreprises quand elles
achètent de la dette. Elles font travailler de la trésorerie disponible. Évidemment, elles ne peuvent pas faire travailler autre chose que de la trésorerie disponible, puisqu'il faut bien que leur activité continue. Ou elles peuvent emprunter. Hein? Elles peuvent emprunter aussi pour prendre des emprunts. Elles peuvent emprunter. Exact. Bon, donc, alors il y a de tout d'ailleurs là-dedans. Je ne vais pas en parler parce que c'est pas à vrai dire mon sujet, mais il y a tous les produits dérivés. Hein? Il y a la dette qu'on achète, et puis il y a les paris que l'on fait sur la dette qui a été achetée par les autres, etc. etc. Et il y a aussi une part, d'après ce que j'ai compris, qui est cotée en bourse. Mais tout est coté en bourse, et en 2008, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que des produits dérivés de produits financiers américains dans le secteur du logement, un château de cartes s'était construit en quelques années, le produit financier de base, produit dérivé du produit dérivé, produit dérivé du produit dérivé du produit dérivé, château de cartes. Et ça s'est effondré en l'espace de quelques semaines. Mais ce n'est pas mon sujet, je ferme la parenthèse. Donc, les grands acteurs qui achètent de la dette, entreprises et ménages fortunés. Les entreprises, elles mobilisent leur trésorerie disponible. Elles n'en ont pas l'usage pour assurer le développement de leurs affaires. Très important à le dire. Donc, elles empruntent, elles prêtent leur trésorerie à l'État. Les ménages fortunés, qu'est-ce qu'ils font? Eux, c'est différent, ils font travailler des revenus disponibles dont ils n'ont pas besoin pour assurer leur train de vie. On ne va pas citer de nom. À la clé, il y a des intérêts. Pour les entreprises et les ménages fortunés, il y a des intérêts. Par qui sont-ils servis, ces intérêts? Par l'État. Obligation d'État, par l'État, sur le budget de l'État. Le service de la dette, ça s'appelle. Dans le budget de l'État, ça s'appelle le service de la dette. C'est-à-dire par qui? Quand je dis que c'est des intérêts servis par l'État sur le budget de l'État, c'est-à-dire par nos pommes. Par nos pommes. Et c'est pas n'importe qui, c'est le peuple. Moi, j'appelle ça un tour de passe-passe. J'appelle ça un tour de passe-passe. Des gens riches. Je centre sur les ménages fortunés. Ils prêtent une partie de leurs revenus disponibles à l'État, et l'État leur sert des intérêts sur le budget de l'État. Mais le budget de l'État, c'est nous. Donc, les intérêts que l'on sert aux ménages fortunés, ils viennent de nous. Ça me fait dire quoi? Que la dette, ce n'est pas un processus qui transfère un problème d'une génération donnée à la génération future. C'est ce qu'on nous dit toujours. À la génération... Non, pas du tout. La dette, c'est un processus qui pique de l'argent, qui consiste à piquer de l'argent dans la poche de ceux qui n'ont pas un copec, mais à leur piquer quand même, pour le mettre dans la poche de ceux qui ne savent trop quoi en faire. Tellement qu'ils ne savent pas quoi en faire, c'est qu'ils le prêtent à l'État. Voilà, c'est un tour de passe-passe scandaleux. Carrément scandaleux. Et donc, moi je dis, la dette, elle est illégitime par son existence même, par le fait même qu'elle existe, la dette, elle est illégitime.
Parce que si elle existe, c'est qu'il y a des gens qui ne savaient que faire de leur argent et qui l'ont prêté à l'État. À partir de là, moi, ça suffit, elle est illégitime. Oui, vas-y. J'entends cette logique, effectivement. Par contre, pour moi, il y a des gens riches, tant mieux pour eux, l'État, pour moi, se trouve dans une situation où il a trop de dépenses par rapport à ses revenus. Donc, il est obligé de faire appel à ceux qui ont de l'argent pour financer ses dépenses. On réduirait les dépenses, l'État avec des mêmes revenus, je dirais, sans forcément faire appel à des financiers. S'il avait moins de dépenses, pour moi, il s'en sortirait bien. Il réduirait la dette, et donc il ne ferait plus appel à des gens riches pour l'aider. Oui. Alors, c'est simple, je n'ai pas de notion de macroéconomie. Non, mais ce raisonnement, il est extrêmement répandu. Ouais. C'est un raisonnement qui nous est asséné tous les jours dans les médias. Ouais. Il faut, je l'ai encore entendu ce matin, hein, je l'ai encore entendu, je ne sais pas qui le disait ce matin, il faut réduire la dépense publique. Et la personne qui le disait, elle le disait sur un ton d'évidence. Alors, il faut contrebattre cette idée. Les dépenses de l'État, je ne vais pas les reconstituer ici, mais il faut savoir qu'elles sont stables. L'État n'est pas un acteur économique dont les dépenses augmentent de manière folle. C'est pas vrai. Excusez-moi, les dépenses de l'État, vous voulez parler des dépenses de l'État, du fonctionnement de l'État, ou alors de l'État avec les aides qu'il accorde d'une manière globale? Je poursuis parce que je ne sais pas quel sens donner à ce dernier propos. Je poursuis, vous allez me dire. L'État, ses dépenses n'augmentent pas d'une manière folle. Bon, peut-être, on va dire, je vais concéder qu'elles augmentent en fonction de l'inflation, par exemple. Bon, laissons ça de côté. Elles n'augmentent pas d'une manière folle. Par contre, il y a quelque chose qui baisse d'une manière constante depuis des décennies, ce sont ces recettes. Ces recettes, l'impasse budgétaire dans laquelle l'État se trouve maintenant depuis au moins 50 ans, c'est essentiellement parce que l'État organise son insolvabilité. Comment? Alors, vous avez les cadeaux fiscaux. Entre 2014 et 2023, c'est assez récent. Ça fait une dizaine d'années, ça fait 10 ans. Entre 2014 et 2023, les cadeaux fiscaux faits par l'État ont augmenté de 1115 milliards d'euros. 1115 milliards d'euros. Je les ventile. Le CICE, 107 milliards. La transformation du CICE en allègement de cotisation, ça c'est Macron. 105 milliards. La suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, 70 milliards. La baisse du taux d'impôt sur les sociétés, 44 milliards. Baisse des impôts de production, 33 milliards. Transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, 24 milliards. Le prélèvement forfaitaire unique, 11 milliards. Et autres, il y a une catégorie autre qui fait à rien qu'à elle toute seule, 40 milliards. Bon, voilà. Ça, ce sont des cadeaux fiscaux, des allègements, etc. Le CICE, j'étais en plein dedans quand je suis expert comptable, c'est le crédit d'impôt pour la création d'emplois. Donc c'était pas vraiment un cadeau, c'était encourager les entreprises à créer de l'emploi. Oui. Donc c'était une aide, pour moi c'était pas un cadeau. Oui, mais sauf que quand vous êtes une PME
peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui vérifie que vous avez créé l'emploi avec, mais quand vous êtes une multinationale, personne. Et peut-être même que quand vous êtes une PME, d'ailleurs, il n'y a personne qui vérifie. Enfin, moi, à l'époque, il y avait le commissaire aux comptes qui vérifiait quand même. Oui, mais le le commissaire aux comptes, c'est une entité privée, Oui, c'est pas l'État. oui, mais il est redevable auprès du procureur de la République, donc je dirais s'il y avait des malversations, ça serait délicat pour lui. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une autorité préfectorale qui s'est occupée de la chose? La réponse est non. Les cadeaux fiscaux attribués par l'État, alors le CICE, c'est celui qui fait le plus l'objet de débats, de polémiques. Oui, j'ai vu que c'était le premier indiqué en montant. Le premier, 108 milliards. 108 milliards. Bon, eh bien, il n'y a aucune procédure de contrôle de l'utilisation du CICE. Aucune procédure n'est prévue. Et l'État l'admet, l'État lui-même l'admet. La commission de Fabien Gay, le sénateur, il n'y a pas très longtemps, c'était avril et juin, voilà. La commission, le rapport sénatorial de Fabien Gay a montré, il y a eu je ne sais combien d'auditions, des chefs d'entreprise, etc. Elle a montré que l'État n'avait aucune procédure. Il s'en désintéresse. Il ne sait même pas combien il donne. Combien il donne. C'est absolument hallucinant. Parce que je ne dis pas qu'il ne faudrait pas que l'État donne de l'argent aux entreprises. C'est pas ça que je... qu'il y a un contrôle par rapport à ce qu'on est fait. C'est pas ça que je dis, hein. C'est pas ça que je dis. Ce que je conteste, c'est que l'État ne contrôle pas du tout. Il donne comme ça, à l'aveugle, à fond perdu. Ça me choque. Je souhaiterais que l'État vérifie après quel usage a été fait des fonds qu'il a donnés. Voilà. Bon, je ne rentre pas là-dedans, mais regardez aujourd'hui le débat, que ce soit la droite ou bandit, les salaires sont trop bas. Mais c'est les aides de l'État sur les cotisations sociales, c'est-à-dire si vous êtes au SMIC, l'État paye les cotisations patronales, et en fin de compte, qu'est-ce que font les entreprises, les TPE, les entreprises? On paye les gens au SMIC, comme ça on a une déduction fiscale. Jusqu'à 1,7 ou 8. Voilà. L'autre aspect, vous êtes content, vous avez été. L'autre aspect, moi je gérais, vous savez, le patrimoine du Parti communiste. Nous, par exemple, qu'on soit un retraité ou salarié, on paye l'impôt sur les revenus, c'est gradué. Plus on gagne, plus on paye. Et on arrive à des taux très élevés. Des taux marginaux très élevés de 30%. 45% ou 60% suivant ce que vous gagnez. Par contre, les bénéfices d'une entreprise, suivant un plafond, moi je le sais, quand on faisait 20 000 euros de bénéfice, j'étais à 15%, mais c'est limité à 25%. Si vous faites 100 millions de bénéfices, vous payez que 25%, et ce n'est pas progressif. Il y a quand même un hic. Quelques années en arrière, vous avez connu, c'était 30%. On a baissé à 25%. Et plus les gars ils gagnent, les moins ils payent l'impôt. Et par contre, nous, on peut être retraité, on va avoir un salaire, c'est pas du tout mon cas, mais de 10 000 euros par mois. Là, oui, enfin, je sais que vous êtes à... Moi, je suis un politique, alors pas du tout, j'ai pas de conviction. Mais je dirais que c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient communiqué sur la diminution du taux d'impôt pour que les entreprises restent en France, en fait, et ne partent pas dans d'autres pays où ils auraient mis là, en fait. Le problème, il y a eu... J'entends l'effet. Il y a eu l'effet où l'entreprise, avec aussi des difficultés, avait préféré payer quelqu'un au SMIC, parce que les charges sociales sur le bâtiment, je sais d'un gars, je filais 2 000 euros net par mois quand je gère mon entreprise, je crois que je payais 2 400 de cotisations sociales. Les net, ça a eu pratiquement 4 000 euros, c'est pas grave en plus. Oui, un peu plus, parce que le bâtiment, vous avez 117%. Donc, vous voyez là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même les gens de droite, même des parents, disent en effet, les salariés en France ne sont pas assez payés, parce qu'on a eu tendance, au lieu
oui, c'était juste ce que vous dites, c'était l'idée de développer la production, etc., et aider les entreprises. Et en fin de compte, il y a eu un effet contraire, c'est qu'on a payé très bas les gens. Le souci, c'est que selon que vous êtes une PME ou une TPE de 5 salariés, ou que vous êtes une multinationale de 75 000 salariés, ou même, on ne va pas aller non plus dans des extrêmes, mais ne serait-ce que 5 ou 10 000 salariés, la même règle, elle va s'appliquer. Et évidemment que pour une entreprise de 10 000 salariés, cette trappe à bas salaire, c'est comme ça qu'on l'appelle, le fait que les cotisations sont payées par l'État jusqu'à 1,67 ou 8 SMIC. Quelque chose comme ça. C'est pas trop bon. Mais je dis de mémoire, je ne garantis pas. En se tenant au SMIC. Mais oui, mais le souci, c'est que ça ne se limite pas à ceux qui sont au SMIC, ça va jusqu'à 1,567. Bon, si vous êtes avec 5 salariés, ça va vous faire une somme. Bon, on va dire qu'elle n'est pas rondelette. Elle n'est pas négligeable, probablement, pour le chef d'entreprise concerné. Ça, c'est une affaire entendue. Mais, par contre, avec 5 000 ou 10 000 salariés, ça fait des sommes faramineuses. Et là, ce sont des sommes qui peuvent être engagées dans d'autres circuits financiers, finalement. Hein. Et c'est là où ça peut alimenter la spéculation, etc., etc. On ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ça va. Et encore une fois, il y a des effets de taille qui sont générateurs d'inégalités, ça c'est les chiffres qui le veulent ainsi, mais aussi d'effets qualitatifs qui contribuent, ce mécanisme-là ajouté à d'autres, à placer les multinationales dans un jeu inégal par rapport aux autres acteurs économiques. Alors, il est 8h10, je peux encore évoquer un thème qui est comment alléger la dette. Oui. On fera une quête là-dessus. Comment alléger la dette. Alors, la dette, elle peut être allégée d'une première manière. Si le PIB augmente plus que la dette. Voilà. Si vous avez un PIB qui augmente de 5% et que votre dette a augmenté de 1 ou 2%, eh bien, le poids de la dette dans le PIB, mécaniquement, il baisse. On est sur quel ratio aujourd'hui entre le pourcentage de la dette? Alors, on est à... Oui, c'est une très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. On est dans les 110. D'accord. Je vais le trouver. Pour voir si un jour, si c'est envisageable ou non, en fait, que le PIB dépasse le... Nous étions dans les 60 avant la crise de 2008. Dans les 60. Comme ça, de mémoire, je vais le trouver. Et nous sommes passés, vite fait, bien fait, à 110, quasiment doublé, parce qu'il y a eu la crise de 2008 et le Covid, le quoi qu'il en coûte. Donc on a doublé en 10-15 ans. 2008, oui, 2020, 2018, oui, en une douzaine d'années, on a doublé. Ça, je vais vous dire, retenez 111 parce que c'est mnémotechnique. D'accord. 111, vous n'êtes pas loin de la vérité. D'accord. Donc, vous pouvez la faire baisser en augmentant le PIB. Oui, mais nos amis capitalistes, justement, faire augmenter le PIB, c'est pas leur fort. Ils ne sont pas très chauds pour investir dans l'économie réelle, puisque le taux de profit est en berne. Donc, ils préfèrent investir
dans les produits financiers. Deuxième manière, c'est l'inflation. Elle est peut-être pas géniale, mais c'est une manière d'être... Ouais, si je peux aider, c'est avec l'inflation qu'on a réduit la dette publique en Grande-Bretagne de 250 à, je crois, 80% en 30 ans. Après la guerre, ce que tu dis là, c'est... Pendant 35 ans, on avait des pics d'inflation de Voilà. 20% Voilà. ou 30%, deux fois dans les années 60. Je fais signaler, je signale qu'il y a un sacré défaut. C'est quoi le défaut? C'est que ce sont les gueux qui payent, en fait. Bah, tous les déteneurs des fonds, hein. C'était pas seulement les petits. C'est nous qui payons, hein, Ouais. puisque nos revenus ne sont pas élastiques. Bon. Donc c'est une solution qui peut peut-être être utilisée naturellement, mais qui pour les masses populaires n'est pas géniale. Il y a une troisième manière, c'est le taux d'intérêt réel de la dette. Le taux d'intérêt réel, alors, je l'ai là. Par exemple, je fais une comparaison 2000-2020 sur 20 ans, ce qui n'est pas rien. Le ratio, voilà la réponse à la question. Le ratio dette sur PIB en 2000, il était de 57%, et en 2020, 120. Tchoum. Boum. Boum, boum, boum. 57 à 120. Bon. En 20 ans. Alors, parlons du montant des intérêts. Quand le ratio était de 57%, le montant des intérêts était de 43 milliards. Si vous avez un peu de logique en vous, 90. vous allez dire, quand on est à 120% du PIB, on est sûrement plus ou moins au double de 43 milliards. Eh bien, on est seulement à 34,5. Comment cela se fait? Eh bien, c'est parce que en 2000, le ratio des intérêts sur le PIB était de 2,9 et en 2020, il n'est plus que de 1,5. Donc là, ça veut dire que Comment cette différence? c'est la Banque centrale. C'est la Banque centrale. C'est l'effet du quantitative easing dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que la Banque centrale a injecté dans les banques, dans l'économie, mais surtout dans les banques, des sommes qui ont permis d'alimenter du crédit, etc., de mettre de l'huile dans les rouages. Donc c'est pour dire, là j'utilise ces chiffres-là, non pas pour revenir au quantitative easing, mais pour dire que les banques centrales peuvent agir sur la dette en agissant sur les taux d'intérêt. Quand vous voyez par exemple Trump, qui n'est, c'est pas mon modèle, hein, évidemment, que diable, mais vous avez vu la guerre qu'il fait au gouverneur de la Fed, hein, sur le taux d'intérêt. Bon, voilà. Et lui, il veut un taux d'intérêt le plus faible possible. Oui, mais alors justement, qui est-ce qui décide justement que ce taux d'intérêt va descendre? C'est le gouverneur. C'est le gouverneur. Oui, mais en fonction de quoi il le décide? Eh ben voilà, en fonction de quoi il décide, de la politique qu'il veut mener. Voilà. Le gouverneur de la Banque
fédérale, de la Fed, je crois que la Constitution américaine ou un texte de très grande valeur juridique, de haute valeur juridique, lui attribue comme mission de réguler l'inflation ou l'emploi. C'est quelque chose comme ça. La BCE, c'est l'inflation. La BCE, les traités européens lui donnent comme mission de juguler l'inflation. Donc elle fait tout, elle manipule les taux à la hausse ou à la baisse en fonction de l'effet sur l'inflation que cela va faire en Europe. Là, je parle de la BCE. La Fed aux États-Unis, elle a une autre mission. Ça, je sais qu'elle a une autre mission et qui n'est pas de juguler l'inflation. Je crois que c'est de soutenir l'emploi. Ça, je vous le dis de mémoire, je ne le vous garantis pas à 100%. Elle a une autre mission. Et donc, le gouverneur de la Fed, lui, aux États-Unis, eh ben, il vise autre chose. La Miss, là, comment elle s'appelle, la BCE, Lagarde, elle regarde l'inflation. Voilà. Donc, on peut alléger la dette en jouant sur les taux d'intérêt. Mais ça, il faut en avoir la volonté politique. Oui, mais elle vient de qui cette volonté politique? Des gouvernements, donc des gouvernements Je ne dirais pas des gouvernements, je dirais des milieux de la finance. Je dirais de la finance. J'ai une question, si parce que vous disiez qu'effectivement il y a des groupes qui sont intéressés par les placements financiers. Mais si on baisse trop les taux, peut-être que ça ne les intéressera plus, et du coup l'État n'aura plus ses financements de par les entreprises. Ah bah écoutez, si... non, enfin, j'en sais rien. Non mais évidemment que c'est ça. Ils n'ont pas vraiment la main, ils ne sont pas libres de choisir le taux, enfin, ils auraient presque imposé par les emprunts. Disons que les acteurs financiers, effectivement, ils préfèrent un taux élevé. Voilà. Donc, la Banque centrale, effectivement, qui a toujours l'oreille des milieux financiers, et l'inverse, les milieux financiers ont l'oreille de la Banque centrale, c'est dans les deux sens. Oui, bien sûr, il y a des forces qui vont dans le sens de l'augmentation des taux d'intérêt. Ce qui va dans le sens de l'inflation, la Banque centrale européenne, de par sa mission, elle est incitée à surveiller ça de près, donc elle joue, voilà. Mais elle aussi, elle peut éviter du krach boursier, parce que ça peut arriver, suivant comment ça se passe, si c'est l'anarchie, c'est pour ça que c'est régulé, que même des fois, nous, on a du mal à comprendre, c'est-à-dire que eux-mêmes, qui défendent le système capitaliste, ils savent mettre le haut là à un moment donné, parce que c'est la catastrophe. Éviter les krachs boursiers, moi, attention, je ne suis pas un spécialiste de la finance, de la bourse, mais prenons l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous avez suivi ça, en ce moment, les entreprises, je ne connais pas tous les noms, mais enfin il y en a un que je connais, c'est Nvidia, c'est le plus gros peut-être pour le moment, voilà, et d'autres, je ne sais pas lesquels. Bon, Mistral, je crois, pour la France, l'Europe ou la France. Bon, les gros acteurs de l'intelligence artificielle ont vu leur valeur actionnariale décoller à une vitesse folle en 6 mois. En 6 mois. Attention. Bon. Et donc, il y a des acteurs financiers qui sont en train de dire attention, danger, il y a une bulle financière qui est en train de se former. Bon. Alors, que peuvent faire les États ou même la Banque centrale? Là, je crois qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ça, ce sont des dynamiques de marché qui s'emballent
Ce sont, attention, je répète, hein, je ne suis pas un spécialiste des marchés financiers, mais disons, dans ma petite logique à moi, je le vois comme ça. Ce sont des logiques de marché qui s'emballent avec des concurrences sur des projets, sur des marchés, etc., qui font que on est pris dans des logiques d'investissement ou d'annonce, pas forcément d'investissement, mais d'annonce d'investissement et de levée de fonds. On annonce un désir d'investissement, un projet d'investissement, et on ouvre ou on crée une levée de fonds. On fait un appel à des fonds. Bien. Et tout ça, ce sont des dynamiques qui sont en train, semble-t-il, de s'emballer. Et il y a un événement qui vient de se produire. Vous ne l'avez pas suivi, hein? Mais Non, moi je l'ai suivi. L'interdiction par Trump de vendre à la Chine les processeurs NVIDIA. Et la Chine, du coup, a dit pas de problème, on arrête d'acheter chez vous tout ce qui est computer, tout ce qui est ordinateur. Voilà. Et du coup, les entreprises sont en train de tirer la gueule à Trump parce que c'est d'énormes sources de revenus. Voilà. Et que... Trump, la Chine vient de débrancher NVIDIA. Elle interdit à toutes ces entreprises publiques, privées, la Chine, d'acheter des puces de NVIDIA. Alors, je ne sais pas, par contre, qu'est-ce que ça représente comme perte de marché. Ça doit être mouse costaud. Et donc, je ne sais pas quel va être l'impact sur NVIDIA, pas la moindre idée, mais il y a une petite voix qui me dit que ça ne va pas être bon pour l'entreprise, que la valeur actionnariale, et si NVIDIA trébuche, peut-être qu'il y a d'autres acteurs qui vont trébucher dans la foulée. Donc là, je me dis, il faut regarder les entreprises de l'intelligence artificielle dans les 3 ou 6 mois à venir, ce qui va se passer. Voilà. Et là, la Chine, elle vise de qui alors? La Chine, elle répond aux mesures de Trump. Ah oui, d'accord. Parce que il Trump, a surtaxé, je crois, les puces NVIDIA, Trump, il a Les droits de douane. oui, il a surtaxé. Trump, il recule, ça va pas. Et à chaque fois, d'ailleurs, la Chine publie un communiqué qui ressemble, souvent les communiqués de la Chine, des autorités chinoises, ressemblent à des contes de fées, à des histoires gentillettes, etc. Je vous invite à les lire, c'est très surprenant, c'est surréaliste. Je les lis parce que je suis abonné au quotidien du peuple. Et Ce qui est impressionnant avec la Chine, en fait, c'est que quand le président a décidé une mesure, ça s'applique à tout le pays. Enfin, tout le monde est. ça s'applique à tous. On va dire les plus grosses entreprises qui vont boycotter, c'est tout le pays. Donc forcément, c'est une manne économique. Bon, on est sorti de notre sujet, hein, mais on va s'arrêter là. Oui, mais on peut peut-être justement se poser vraiment la question, parce que dans la mesure où la Chine a pris ces mesures, c'est qu'elle veut dire, elle fait partie de la BRICS, des BRICS, et il y a eu peu de temps une entrevue entre le président chinois et Poutine, et c'est à se demander ce qui vraiment est ressorti de ce genre de tête-à-tête, on va dire. Le commerce intra-BRICS augmente. C'est pour ça. Les membres des BRICS, ils sont une vingtaine si on compte Oui, il y a les pays arabes. les pays arabes, les invités, enfin, si on compte large en incluant Cuba. Oui, on est au-delà de Mais ça fait, on est au-delà de Cuba. Oui, ça fait 5 milliards d'habitants concernés. c'est la Chine, quand elle parle. Et en Inde, c'est surprenant. Là, Quand les Chinois parlent des BRICS, ils disent la majorité mondiale. Ça, c'est l'humour chinois. C'est vrai. Donc, pour ce qui concerne Intel,
ouvrez n'importe quel ordinateur portable, regardez les petits trucs qui sont affichés. On vous donne la puissance. Intel, il est partout. Oui. C'est ça le but, le projet. Parce que tous ces ordinateurs, ils sont fabriqués en Chine, mais en utilisant la technologie Intel, à qui on vend les terres rares? Parce que ce qui a déclenché l'affaire, c'est ça. La Chine possède les terres rares qui sont nécessaires pour faire fonctionner ces ordinateurs. Trump dit, non, on va taxer. Et il dit, ben, nous on fait pareil, hein. Oui. Vous inquiétez pas. Et les BRICS quand même, il y a un truc qui vient de se produire, non seulement il y a eu la rencontre entre les deux, mais il y a pas longtemps, une rencontre qui s'est faite entre les chefs d'État puis les représentants de chacun des gouvernements de la communauté, la CEIDZ, les pays, voilà, la communauté des États indépendants, je crois que ça s'appelle. Non, c'est un truc qui est autour de la Russie et qui reprend des pays comme Turkménistan, etc., etc. Le truc extraordinaire qui s'est passé, c'est pas que, oh là là, c'est une alliance, ils vont nous taper dessus. C'est pas ça le problème. Ils se sont rencontrés pour discuter de la façon dont ils organisaient leurs échanges et ils ont surtout dit, dorénavant, nous inviterons les BRICS en tant qu'observateurs à cela, pour discuter des sujets d'intérêt commun. En fait, ils sont en train d'organiser un marché qui comprend les BRICS et cette communauté. Ça ne veut pas dire qu'ils mettent à l'écart d'autres, parce qu'ils vont pouvoir passer des États, avec des contrats avec d'autres. Hein, mais eux, ils sont en train de mettre en place ce système-là. Je crois qu'il faut qu'on garde ce genre de choses dans la tête quand on parle d'économie avec Trump, parce que bon, il a réussi à faire se rapprocher des États qui sont quand même en guerre, les uns contre les autres. Hein. Tout au moins, oui peut-être, mais enfin là je parle à Chine-Inde. Chine-Inde ont des conflits, ont ou avaient, je ne sais pas comment il faut dire. Il y a eu même des manœuvres militaires entre eux. Donc il y a un rapprochement Chine, Inde, Russie. Alors, Inde-Russie, ce rapprochement est engagé depuis bien des années, puisque l'Inde achète des quantités monumentales de gaz, je sais pas comment, depuis je ne sais pas combien d'années. Mais par contre, Chine-Inde, les différents frontaliers empêchaient que beaucoup de choses se passent. Et là, apparemment, la dernière réunion de l'OCS, donc OCS, Organisation de coopération de Shanghai, créée par la Chine il y a déjà une dizaine d'années probablement, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais un truc dans ce goût-là, c'est pas d'hier. Eh bien, on a vu une photo qui a fait le tour du monde, où vous aviez Xi Jinping, Modi et Poutine qui entrecroisaient leurs mains en triangle, comme ça, avec des sourires jusqu'aux oreilles, et Trump venait de sortir encore un truc, je ne sais pas trop quoi, et 2 jours, 3 jours ou une semaine après, il y avait les 3 loustiques qui étaient là et qui lui faisaient la nique en fait. Hein. Et l'Inde est en train de développer son commerce avec la Chine. Les derniers chiffres que je n'ai pas en tête mais qui me sont passés sous les yeux sont en hausse. Et de toute manière, alors l'Inde fait partie des BRICS. Hein. L'Inde fait partie des BRICS. Et de toute manière, le commerce intra-BRICS est en train de monter en flèche. Et donc, alors, monnaie commune, BRICS, qui a parlé de monnaie pour les BRICS? Je voudrais peut-être dire que je ne sais pas si c'est juste de parler de monnaie unique pour les BRICS. Monnaie commune peut-être, mais pas monnaie unique.
Nous, en Europe, nous avons une monnaie unique. Mais on avait l'écu avant. Voilà, ça ressemble beaucoup plus à l'écu, c'est-à-dire une monnaie d'échange entre ces pays-là. Voilà. C'est pas une monnaie unique. Voilà, donc j'insiste là-dessus, à vérifier. Hein. Ça permet de remplacer le dollar dans les échanges. C'est ça, c'est une monnaie pour les échanges. Donc les BRICS ont une monnaie commune et Pas pas encore, une monnaie unique. pas encore. C'est Pas l'objectif. encore. Ils C'est ont- l'objectif, pas encore. Pour le moment, ce qu'ils font pour sortir du système international, c'est non, on échange avec nos monnaies. C'est ça, On ne passe pas par le dollar. c'est ça. Comme- Ils échangent avec les monnaies nationales, Et l'objectif, c'est la monnaie commune, type l'écu. type l'écu, voilà, et non pas monnaie unique. Parce qu'on regarde Affaire à suivre. l'attitude de la Turquie, pareil, hein, elle est ambiguë là. Je veux dire, je crois qu'ils sont dans le BRICS, la Turquie. Non. 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 Mais Pas- Mais il y a des accords assez particuliers avec il y a des pays associés. Et contrairement à ce qu'on pense, je suis témoin, donc il y a des sanctions contre la Russie. Moi je connais une Russe, elle a fait venir de Russie 180 000 euros. C'est des roubles et de la monnaie virtuelle là. Elle a ouvert 3 comptes bancaires en Turquie. Et alors je ne sais pas comment elle a fait, elle a pu les rapatrier en France. Elle a pu justifier de sa dette, etc. Donc vous voyez un peu comment ça se passe. quand je signalais tout à l'heure l'histoire avec la CEI, Ah, je donne que cet exemple-là. c'est comme Dans la CEI, là, il y a le Turkménistan. Et le Turkménistan, c'est un endroit où doivent passer des gazoducs. C'est la route de la soie. Et C'est ça. rappelez-vous ce qu'on a eu comme problème au début des affaires d'Ukraine, je vais dire ça comme ça, où il y a un gazoduc qui permettait de faire passer du gaz russe en Allemagne. Ah oui, Ce gazoduc, il a pété. Nord Stream. Il a pété. Aujourd'hui, alors personne ne voulait l'imaginer à l'époque, aujourd'hui, il y a l'Allemagne qui a lancé un mandat d'arrêt contre quelqu'un Des Ukrainiens. qui est ukrainien et qui dit je veux plaider coupable, mais en Italie. Qui c'est qui est au pouvoir en Italie? Je termine comme ça pour rigoler. J'ai vu dans la presse italienne, parce que moi je lis plein de journaux italiens, excusez-moi, pas le chinois, mais les journaux italiens je peux. Personne n'est pas. Un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est à propos de la fin de ce qui s'est passé à Gaza. Une photo sur un journal en première page, au moment où il y a toutes ces manifestations qui se déroulent en Italie. Une photo en première page où on voyait Trump, Netanyahou et Meloni. Et le titre c'était Le Nouveau Yalta. J'arrête là. Non, au niveau des pistes, pour répondre à leur plan, du coup, il y a d'autres choses ou- Alors il y en a une toute dernière, c'est d'alléger les cadeaux fiscaux. Je l'ai évoqué il y a une demi-heure, hein, les cadeaux fiscaux, CICE, etc., etc. Donc, si on veut alléger la dette, on peut, dans les 211 milliards du rapport sénatorial, il suffit de prendre 15, 20, 25, enfin je ne sais pas. Hein, et puis la justice fiscale. Donc cadeaux fiscaux, justice fiscale, la taxe Bon, voilà, sur Et Fabien Gay, sénateur communiste, avec un sénateur LR. Oui, ce que j'allais dire, parce que la commission Et Donc, et de il plusieurs défend tendances transpartisane. transpartisan et surprenant. Absolument. Alors, pour terminer, donc, je n'ai pas prononcé la majorité de ce que j'avais prévu. Là, vous allez avoir le texte, vous verrez, il y a 2 fois ou 3 fois plus que ce que j'ai dit. Hein. Vous verrez aussi les références bibliographiques que je vous recommande.
je